En 1966, l'armée américaine a construit l'une de ses plus grandes bases au Vietnam, juste au-dessus d'un réseau de 250 km de tunnels ennemis. Ils n'en avaient absolument aucune idée. Le camp de base de Cu Chi, à 30 km au nord-ouest de Saïgon. Des milliers de soldats américains, des hélicoptères, de l'artillerie, des chars, un périmètre fortifié, des miradors, des projecteurs. Sur le papier, une forteresse impénétrable. Et pourtant, chaque nuit, des soldats meurent à l'intérieur. Toujours le même mode opératoire. La nuit tombe. Quelque part à l'intérieur du périmètre, une explosion, des tirs, le chaos absolu. Le temps que les soldats répliquent, c'est déjà fini. Aucune silhouette en fuite, aucune trace, aucun corps. Juste des Américains morts et un silence de plomb. Chaque matin, le même rapport arrive sur le bureau du commandant. Attaque la nuit dernière. L'ennemi s'est volatilisé. Aucun contact établi. Et ça dure des mois. L'état-major ratisse la jungle tous les jours, sans rien trouver. Pas de camp, pas de ligne de ravitaillement, le vide total. C'est comme se battre contre des fantômes. Jusqu'au jour où une patrouille tombe sur un trou, minuscule, dissimulé sous des feuilles juste à l'extérieur des barbelés. Un soldat du génie se met à quatre pattes. Il braque sa lampe torche à l'intérieur. Le tunnel s'enfonce, tourne et disparaît dans l'obscurité. Il se relève lentement. « Mon capitaine, je crois qu'on a trouvé le problème. » Ce que personne ne sait encore, c'est que sous cette base, sous les baraquements, sous le réfectoire, se cachent 250 km de galeries. Et au cours des 9 années qui vont suivre, ces tunnels tueront plus d'Américains que n'importe quelle autre bataille de la guerre du Vietnam. Alors, comment une armée sans équipement lourd, sans machines, ni véritables ressources, parvient-elle à construire une ville souterraine, juste sous le nez de la puissance militaire la plus redoutable au monde, sans que personne ne s'en aperçoive? C'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. À l'origine, les tunnels de Cu Chi n'étaient pas une opération militaire. C'était un moyen de survivre aux bombardements français dans les années 1940. Et quand les Américains ont débarqué, ça faisait déjà 20 ans que le réseau s'étendait. C'est la terre même de Cu Chi qui a rendu ça possible. De l'argile latéritique rouge. Dure comme du béton une fois sèche. Elle ne s'effondre pas sous la pression, ne s'inonde pas facilement et ne s'effrite pas quand des bombes explosent juste à côté. Les Vietnamiens n'ont pas choisi cet endroit par hasard. Ils l'ont choisi parce que le sol lui-même était un matériau de construction parfait. Leurs outils étaient rudimentaires. Des petites houes à manches courtes, des paniers en osier, la force de leurs bras, et c'est tout. Les ouvriers creusaient de nuit pour éviter les patrouilles françaises, évacuaient la terre dans des paniers et la dispersaient loin dans les champs pour que la reconnaissance aérienne ne repère aucun monticule de terre fraîche. Chaque entrée était minutieusement camouflée, dissimulée sous des trappes recouvertes de feuilles et d'herbes, parfois intégrées dans de vraies termitières. Certaines étaient même immergées dans des mares. Il fallait plonger sous l'eau pour les trouver. Les ouvertures étaient volontairement minuscules, 60 cm de large. Juste assez pour laisser passer un Vietnamien de petit gabarit. Mais surtout, assez étroites pour garantir qu'aucun soldat américain ne pourrait s'y faufiler facilement. À l'arrivée des Américains au début des années 60, le réseau de base existait déjà. Mais le Viet Cong a tout de suite compris à qui il avait affaire. L'armée la plus puissante de l'histoire. Une puissance de feu écrasante. Une supériorité aérienne totale. Les affronter à la surface, c'était du suicide pur et simple. Alors, ils sont passés en dessous. Ils ont étendu les tunnels à un rythme effréné. Ils ont creusé plus profond, ajouté de nouvelles sections, relié des villages entiers, connecté des voies de ravitaillement. Ils ont absolument tout interconnecté. Ils ont bâti 3 niveaux distincts. Le premier niveau, à 3 mètres de profondeur, assez proche de la surface pour un accès rapide, mais suffisamment enterré pour résister à l'artillerie standard. Le deuxième niveau, à 6 mètres de profondeur, plus haut,
plus sûr en cas de bombardement intensif. Le troisième niveau, à 9 mètres de profondeur, conçu pour encaisser les impacts directs des plus grosses bombes conventionnelles de l'arsenal américain. Chaque niveau était relié par des puits verticaux équipés de trappes. Si les Américains inondaient le premier niveau, les Viet Cong descendaient au deuxième. S'ils gazaient le deuxième, ils se repliaient au troisième. Le système avait une parade à tout. Mais ces tunnels n'étaient pas que de simples voies de fuite. C'était une véritable ville. Une véritable ville souterraine, entièrement fonctionnelle. On y trouvait des hôpitaux avec des tables d'opération, où les chirurgiens opéraient les blessés à la lueur des bougies. Des cuisines équipées de systèmes de ventilation si ingénieux que la fumée était canalisée à l'horizontale sur des centaines de mètres avant de s'échapper du sol, très loin des entrées, rendant tout repérage aérien impossible. Des usines d'armement où les munitions américaines récupérées étaient recyclées pour fabriquer de nouvelles armes. Des imprimeries qui produisaient de la propagande. Des puits fournissant de l'eau potable. Des dortoirs où des milliers de personnes vivaient pendant des mois sans jamais voir la lumière du soleil. À son apogée, jusqu'à 10 000 personnes vivaient simultanément sous terre à Cu Chi. Ils y naissaient, s'y mariaient, y mouraient. Toute une société qui fonctionnait à 9 mètres sous les bottes des soldats américains qui patrouillaient en surface. Et ces soldats n'en avaient strictement aucune idée. L'armée américaine a absolument tout essayé pour détruire ces tunnels. Les bombes, le gaz, le feu, l'eau, les chiens renifleurs, rien n'a marché. Pire encore, chaque tentative ratée apprenait aux Viet Cong exactement comment survivre à la suivante. Première tentative, les bombardements. La logique était simple, on frappe par le haut assez fort pour tout faire effondrer. En 1965, l'opération Rolling Thunder est lancée. Des bombardiers B-52 larguent des milliers de tonnes d'explosifs sur le district de Cu Chi. Après ça, la surface de la Terre était méconnaissable. Des arbres pulvérisés, des cratères partout. La jungle réduite en cendres. Les Américains regardaient les photos aériennes et y voyaient une destruction totale. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est ce qui se passait 9 mètres plus bas. Le niveau inférieur du réseau était intact. Les Viet Cong étaient simplement descendus pendant les raids, avaient attendu la fin des tirs, puis étaient remontés. Les cratères laissés par les bombes se sont même révélés très utiles pour eux. Ils récupéraient l'eau de pluie et offraient d'excellents abris. Les bombes censées détruire les tunnels ont, sans le vouloir, amélioré le terrain autour d'eux. Deuxième tentative, l'agent orange. Un puissant défoliant chimique pulvérisé par avion sur des régions entières. Il tue chaque feuille de chaque arbre, détruit les récoltes et élimine la couverture végétale de la jungle. L'idée, c'est que, sans végétation, les Viet Cong n'ont plus nulle part où se cacher en surface. Des forêts entières sont mortes en quelques jours. Le paysage est devenu brun et sans vie. Et les tunnels en dessous? Totalement épargnés. Vous pouvez raser toute la forêt au-dessus d'un tunnel. Le tunnel, lui, reste intact. Le Viet Cong restait sous terre pendant les épandages et ressortait dans un paysage mort, devenu encore plus facile à traverser de nuit puisqu'il n'y avait plus de broussailles épaisses pour les ralentir. Troisième tentative, l'inondation. Les ingénieurs du génie ont pompé de l'eau directement dans les entrées. L'eau remplit les galeries, forçant tout le monde à sortir ou à se noyer. Simple, efficace. Sauf que les Viet Cong l'avaient anticipé. Entre chaque grande section du réseau, ils avaient installé des portes étanches. Quand l'eau s'infiltrait, ils scellaient la zone. La section inondée était sacrifiée, mais le reste du réseau restait parfaitement au sec.
les Américains ont pompé des millions de litres d'eau et ont inondé environ 2% du réseau. Les 98% restants fonctionnaient normalement. Quatrième tentative, le gaz toxique. Diffusé dans les tunnels, le gaz devait se répandre partout et ne laisser aucun survivant. En réalité, le réseau était bien trop vaste et complexe. Le gaz se dispersait et perdait en puissance. Arrivé dans les sections profondes, il provoquait à peine une petite toux. De plus, les Viet Cong avaient installé des systèmes de ventilation compartimentés, de simples trappes en bois qu'on pouvait fermer pour bloquer l'air. Le gaz entrait, était cloisonné, et finissait par se dissiper. À la surface, les Américains n'avaient aucun moyen de savoir si leur attaque fonctionnait, vu que rien ne ressortait à l'autre bout. Cinquième tentative, les chiens. Des bergers allemands spécialement entraînés pour débusquer les entrées à l'odeur. Sauf que les Viet Cong ont rapidement capté le truc. Ils se sont mis à frotter du savon américain et du poivre autour des trappes. Le savon masquait leur odeur avec un parfum familier pour les chiens, celui des G-Crime américains, et le poivre leur bousillait l'odorat pendant des heures. Les maîtres chiens regardèrent leurs animaux marcher directement sur des entrées cachées, sans avoir la moindre réaction. Le programme canin a été discrètement abandonné. Absolument toutes les méthodes imaginées par l'armée la plus avancée du monde venaient d'être tenues en échec par des gars armés de pelles, de bouts de bois et de poivre. Les Américains ont donc pris une décision que ceux qui l'ont vécue n'oublieront jamais. Si la technologie échoue, envoyons un homme. Quelqu'un d'assez fin pour se faufiler dans un trou de 60 cm, armé uniquement d'un pistolet et d'une lampe torche, en priant pour qu'il en ressorte vivant. Il n'y avait aucun manuel d'entraînement pour ceux qui allaient suivre. Pas de protocole, pas de précédent, juste un trou dans le sol et un soldat assez fin pour y entrer. L'US Army a dû chercher des profils très spécifiques, les petits gabarits. Les tunnels faisaient entre 60 et 80 cm de large. Un GAI standard, avec son barda, ne passait tout simplement pas. Ils ont donc recruté les hommes les plus menus de la division, des Australiens, des Portoricains, des Américains de petite taille. Des hommes qui, dans n'importe quelle autre situation, auraient été recalés parce que jugés trop chétifs pour le front. Mais là-dessous, c'était le seul critère qui comptait. Ils se sont fait appeler les rats de tunnel. Personne ne leur a imposé ce nom, c'était juste une évidence. Ils se délestaient de presque tout avant de descendre. Pas de casque, pas de gilet pare-balles, pas de fusil d'assaut. Impossible d'épauler un fusil dans un boyau aussi étroit, ni de se retourner si un ennemi surgissait dans le dos. Alors, ils laissaient tout à la surface. Leur seul équipement, un pistolet Colt 1911 avec un chargeur de rechange, une lampe torche, parfois un couteau. C'est tout. Toute la puissance militaire des États-Unis réduite à une arme de poing et une petite lampe à pile. Ils ont dû inventer leurs propres règles de survie, car leurs supérieurs à la surface n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait en bas. Règle numéro 1, avancer au ralenti. Chaque centimètre carré pouvait cacher une plaque de pression. Chaque mur pouvait dissimuler un fil mortel, tendu à hauteur de gorge dans l'obscurité. Règle numéro 2, utiliser la lampe torche le moins possible. La lumière porte extrêmement loin dans un tunnel. Si tu peux voir, on peut te voir. Il fallait apprendre à ramper dans le noir total, à palper les parois et à repérer une respiration qui n'était pas la sienne. Règle numéro 3. Au moindre bruit suspect droit devant, s'arrêter et attendre. Laisser ses yeux s'habituer, écouter pour estimer la distance, le nombre d'ennemis, la direction.
et seulement ensuite prendre une décision. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur dépassait de très loin tout ce qu'on leur avait expliqué lors des briefings. Le Viet Cong avait passé 20 ans à préparer ce labyrinthe pour ce scénario précis. La première chose qu'un rat de tunnel affrontait, ce n'était pas un soldat. C'était un piège. Les fameux pieux punji. Des pics de bambou ultra aiguisés, enduites de poison ou d'excréments, cachés dans des fosses sous un fin tapis de terre. Tu poses la main pour ramper, elle passe à travers le faux sol et s'empale. L'infection qui s'ensuivait était souvent bien pire que la blessure initiale. Certaines fosses étaient inclinées pour que les pics rentrent facilement, mais te déchirent la chair si tu essayais de te dégager. D'autres sections comprenaient des pieux orientés vers le haut depuis le sol et vers le bas depuis un faux plafond. Tu rampais entre les deux sans t'en rendre compte, jusqu'au moment où tu essayais de reculer. Et puis, il y avait les animaux. Les Viet Cong enfermaient des vipères des bambous, mortelles, dans des pots en terre cuite, scellés avec du papier et fixés au-dessus des cadres de porte. Tu ouvres la porte, le pot se fracasse, le papier se déchire, et le serpent te tombe dessus dans le noir absolu. Les soldats ont vite appris à ouvrir chaque trappe de côté, la lame du couteau tendue en premier, pour chercher à tâtons des fils pièges ou tout ce qui n'avait rien à faire là. Il y avait aussi des boîtes pleines de scorpions accrochés au plafond par des fils invisibles. Tu touchais le fil en passant, la boîte s'ouvrait sur ta tête. Dans certains tunnels, des colonies de fourmis de feu étaient relâchées. Pas mortelles, mais bonne chance pour rester silencieux quand des milliers de fourmis te dévorent la peau à vif. Mais au-delà des pièges, il y avait les hommes. Des combattants Viet Cong qui connaissaient ces galeries par cœur, qui y vivaient depuis des années, qui pouvaient s'y déplacer dans l'obscurité totale, à une vitesse hallucinante. De nombreux rats de tunnels racontent s'être figés après avoir entendu un bruit, retenant leur souffle dans le noir pendant d'interminables minutes, pour finalement sentir un léger déplacement d'air. Quelqu'un venait de passer à portée de bras, sans faire le moindre bruit. Sous terre, les fusillades se réglaient à 2 ou 3 mètres de distance, parfois à bout touchant, et presque toujours à l'aveugle. L'impact psychologique était sans précédent dans toute l'histoire de cette guerre. À la surface, les GI affrontaient la peur, l'épuisement, la perte de leurs frères d'armes. Sous terre, ils affrontaient une angoisse beaucoup plus viscérale, beaucoup plus primitive. La claustrophobie pure. La terreur du noir absolu. L'angoisse de ne pas savoir ce qui se trouve à 15 cm de son propre visage. Beaucoup de rats de tunnel ont enchaîné plusieurs missions. Presque tous en sont revenus changés, à jamais, incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vécu à ceux qui n'y étaient pas descendus. Leur pire cauchemar ne parlait pas des échanges de tirs. Il parlait du silence, des ténèbres, de cette sensation d'écrasement, de ces murs qui se referment, et de ce bruit régulier d'une respiration étrangère dans leur dos. Voici le bilan final. 9 années de guerre. Des milliards de dollars dépensés. L'armada technologique la plus sophistiquée de l'histoire. Face à des paysans armés de pelles et de petites pioches. Et ce sont les paysans qui ont gagné. En 1975, au départ des dernières forces américaines du Vietnam, le réseau de tunnels de Cu Chi était toujours opérationnel. Toujours intact, et il fonctionnait exactement comme prévu. Les bombes ne l'avaient pas écrasé. Le gaz ne l'avait pas vidé. L'eau ne l'avait pas noyé. Les chiens ne l'avaient pas débusqué. Et les rats de tunnel n'en étaient pas venus à bout. 250 km de galeries creusées à la main
ont survécu à la toute-puissance militaire et technologique des États-Unis. Le coût humain a été effroyable des deux côtés. La 25e division d'infanterie américaine stationnée au camp de Kouchi a enregistré l'un des pires taux de perte de tout le conflit. Des milliers de morts et de blessés, la plupart fauchés par un ennemi invisible, surgissant de nulle part et disparaissant sous la terre avant même qu'on puisse riposter. Pour le Viet Cong, le bilan a été tout aussi catastrophique. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui vivaient en ses entrailles y ont laissé la vie. Tués par des bombes tombées pile au bon endroit, asphyxiés par du gaz ou abattus dans le noir par les rats de tunnels. Mais si les tunnels de Kouchi ont prouvé une chose à l'histoire, c'est celle-ci. L'Amérique possédait absolument tous les avantages technologiques possibles. La maîtrise du ciel, la puissance de feu, l'équipement d'élite, les ressources infinies. Le Viet Cong, lui, n'avait que de la terre, des pelles, et nulle part d'autre où aller. Et quand vous n'avez nulle part où fuir, vous vous enterrez. Vous creusez. Vous survivez. Et vous attendez. Car l'arme la plus puissante dans n'importe quelle guerre n'est pas la technologie dernier cri. C'est la volonté viscérale de continuer le combat, même quand tout ce qui se trouvait à la surface vous a été arraché. Les tunnels de Kouchi sont toujours là aujourd'hui. 250 km de galeries, creusés à la main. Et ils ont survécu à tout. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Merci d'avoir regardé.